France qui se prépare de son côté dans l'Hexagone à affronter à partir de ce soir une tempête particulièrement violente, d'après Météo France. 4 départements, en tout cas Charente-Maritime, Vendée, Vienne et Deux-Sèvres, ont été placés cet après-midi en alerte rouge par Météo France. Alerte rouge près de l'Atlantique. Je le répète, n'hésitez pas à surveiller de très près la situation météo. Et on termine. Un effroyable concours de circonstances. Il est 5 h du matin lorsque la tempête touche les côtes de Charente-Maritime et de Vendée. Elle est alors au plus fort de sa puissance et elle arrive au pire moment, celui de la marée haute. Une tempête qui était vraiment d'origine presque tropicale, celle qui vient de nous toucher. C'est une coïncidence très malheureuse qui fait qu'au moment du passage de la tempête, on a eu un fort coefficient de marée alors que les deux événements sont complètement dissociés puisque la marée est liée à l'attraction lunaire alors que la tempête est un phénomène atmosphérique. Sur la surface de l'océan, un régime dépressionnaire exerce un effet ventouse qui fait monter l'eau. Conjugué aux vents qui soufflent à plus de 150 km/h et qui, eux, ont tendance à pousser les eaux vers les côtes, se crée alors ce que l'on appelle une onde de tempête. Ce week-end, la Grande Marée s'est ainsi retrouvée coiffée d'1 mètre d'eau supplémentaire. Elle a submergé les digues, envahi les terres, comme l'aurait fait un tsunami. C'est la raison pour laquelle, ce vendredi 15 novembre 2013, un exercice de submersion marine a été mis en œuvre dans le cadre du plan d'action et de prévention des inondations. Dès jeudi soir, l'alerte orange est confirmée au centre opérationnel des sapeurs-pompiers. Les premières mesures d'anticipation sont prises dans cette salle et sur le terrain. À Châtelaillon, depuis le passage de la tempête Xynthia, la commune s'est dotée de dispositifs de protection de son front de mer. Les équipes sont déjà à pied d'œuvre. Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, tous les moyens spécifiques sont déjà mobilisés pour faire face à la situation. Chaque commune, selon la configuration de son littoral et de ses moyens, prend les premières mesures conservatoires dès jeudi soir. Donc, nous avons un système d'alerte locale qui permet d'informer les habitants, ce que nous avons fait dès hier soir, comme nous le faisons à chaque fois que nous passons en alerte orange, soit pour des problèmes de vent, soit pour des problèmes d'inondation notamment. Donc ça a été fait dès hier soir, pour informer la population qu'on était passé en alerte orange. Nous avons pris certaines dispositions, notamment sur l'envahissement des eaux et le bourg de l'île d'Aix étant entouré de douves, donc nous avons assuré la vidange des douves pour avoir des surfaces nécessaires et des volumes nécessaires pour accueillir potentiellement une inondation. Voilà ce qui a été fait hier soir. Vendredi matin, dès 8 h, le centre opérationnel départemental installé en préfecture est prêt à accueillir l'ensemble des services mobilisés pour cet exercice. Bruno Cruchant, directeur de cabinet du préfet et directeur des opérations de secours, prend la mesure de la situation et chaque service prend ses fonctions et fait un point de situation. Oui, bonjour, Thierry Broisillé. Pour dire que je viens d'arriver au COD, j'active le poste. Est-ce qu'il est possible d'avoir par mail les informations des interventions qui se sont déroulées cette nuit et les différents messages qui ont pu être échangés? Les rafales de vent sont estimées à 120 km/h sur le département. Voilà le point à 9 h 10. Météo France nous apprend qu'on passe en rouge submersion sur l'ensemble du département. Oui. Donc, je demanderai à DTM de bien vouloir nous sortir ces cartes le plus vite possible. On est là sur un événement qui ressemble à Xynthia. Au CODIS, le travail sur plan est indispensable pour organiser le déploiement des moyens et anticiper. Une cellule d'animation va injecter 3 heures durant des centaines d'événements auprès de ce centre de traitement des alertes du SDIS-17 et des communes pour tester la chaîne de commandement du dispositif Orsec. C'est aussi une opportunité pour le CODIS de tester son plan événement climatique. Dans les communes, les PCS sont activés et toutes les forces vives des services municipaux sont mobilisées.
On a été prévenu par la préfecture à 10 h, alerte rouge, donc toutes les équipes sont en place et toutes les équipes sont parties sur le terrain par rapport au plan de sauvegarde. Les mesures prioritaires ont été de se retrouver tout de suite dans la salle du conseil pour mettre le dispositif en place, de donner toutes les consignes et de voir si tout le monde avait bien en note les tâches qu'il devait faire, et en fonction de ça, tout le monde est parti sur le terrain. La principale difficulté, c'est que on n'est jamais vraiment préparé à ce genre de phénomène, et que j'espère que tout se passera pour le mieux pour tout le monde, aussi bien ceux qui sont sur le terrain que les gens que nous devons évacuer. Donc je considère que c'est une grande difficulté à mettre en place et que tout se passe le mieux possible. Nos équipes techniques, donc actuellement, elles sont dans les différents centres. Là maintenant, elles sont au niveau des centres d'accueil, et puis elles s'assurent que les gens, qu'il n'y ait plus de circulation dans les rues, mais elles se mettent maintenant, la consigne c'est qu'elles se mettent elles en sécurité aussi. C'est un petit peu plus difficile dans le sens où, en plus de la submersion, on a le vent et la pluie. Donc je crois que tout est tous les ingrédients sont réunis, les chutes de câbles électriques sur les routes et des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça complique un petit peu la situation. À Châtelaillon, la situation se complique car les communications téléphoniques sont rompues. Seule l'association départementale des radios amateurs au service de la sécurité civile permet de maintenir le contact entre le COD et la mairie. On peut être en difficulté. Ce matin, la vigilance rouge est passée à H-3. Et H-3, c'est trop tard. Il y a des moyens qu'on ne peut plus mettre en œuvre si on ne les a pas anticipés. Donc c'est pour ça que le PCS anticipe un peu sur ces vigilances. Alors le COD, il a la responsabilité de coordonner les moyens de secours, l'ensemble des moyens de secours, et de s'assurer qu'effectivement les acteurs de la sauvegarde ont tout mis en place. Il l'a fait en amont, on va dire, dans les PCS, et puis le COD est là pour s'assurer que tout marche bien. Quand on appelle le COD, on a toujours quelqu'un, on a une réponse. Si on a un problème qu'on ne sait pas résoudre, parce qu'on a besoin de moyens héliportés, parce qu'on a besoin de moyens particuliers, de moyens lourds, puisque dans ce cas-là, les moyens de secours sont consacrés à la sauvegarde des personnes, au secours aux personnes. Si on a besoin de moyens lourds, le COD peut éventuellement déléguer du moyen du génie à sa disposition, des moyens lourds pour libérer une voie, pour élitreuiller quelqu'un, etc. Bon, ça, on n'a pas trop de problème. Le COD, là encore, dans les procédures, à partir du moment où le COD est activé et au moment où on a averti, nous, la mise en place de notre PCS, les choses s'articulent sur une procédure qui est parfaitement huilée. Il faut que tout le monde soit à sa place avec la procédure et connaisse bien la procédure qu'il a à mettre en place. Pour l'instant, je suis très satisfait de la réactivité de tout le monde. La coopération fonctionne bien, notamment avec ERDF ou avec l'Agence régionale de santé, qui sont des services qui ne dépendent pas directement de la préfecture, bien entendu. Et le partage d'informations se fait lors de points de situation qu'on fait tous les 3/4 d'heure, 1 heure, dans la salle de crise. Mes craintes, c'est que nous passions à côté d'informations importantes. Parce qu'on a des communes qui sont réactives et outillées au niveau local, mais il est possible que du coup elles aient la tentation de tout gérer par elles-mêmes, même des choses qui leur échappent. Ma crainte aussi, c'est que les points de situation tous les 3/4 d'heure en salle de crise ne jouent pas pleinement leur rôle, qui est de partager les informations que tous les services ont par leurs propres canaux. Et enfin, ma crainte sur l'exercice même, c'est qu'il soit peut-être un peu trop optimiste par rapport à une situation réelle, ou du moins que l'on soit par exemple sur des vitesses différentes dans l'animation faite dans des lieux distincts que sont la préfecture et les communes. On se rend compte parfois qu'on n'a pas la même information dans une commune qu'à la préfecture, ce qui est le cas dans la réalité bien entendu, mais là c'est parfois des défauts peut-être dans l'animation, mais c'est inhérent à l'exercice, et je trouve que celui-ci par ailleurs se déroule très très bien sinon. Sur le terrain, Madame le sous-préfète d'arrondissement s'est rendue dans les PC communaux pour prendre la mesure du travail accompli et faire le point sur les difficultés rencontrées. Puis, elle a réuni l'ensemble des acteurs du terrain des 4 communes dans un poste de commandement opérationnel. Ce PCO permet non seulement de traiter la plupart des problèmes rencontrés sur le terrain, mais aussi de faire remonter l'essentiel des informations au COD.
En fin d'après-midi, tous les acteurs de cette journée se sont réunis pour un bilan de cet exercice de sécurité civile qui en appelle déjà d'autres. Moi, ce que je retiens, c'est, par rapport à Xintia, c'est la place de la commune dans l'organisation des secours avant l'intervention et aussi pendant, en relation avec les services de secours, y compris lorsque le préfet a pris la direction des secours. Et bien maintenant, il faut les faire vivre, ces plans. Pas parce qu'ils existent qu'on doit considérer que tout est réglé, il faut les faire vivre. Les faire vivre, c'est à la fois de faire des exercices réguliers pour les tester, les actualiser, et puis en tirer les conséquences dans l'actualisation périodique.